bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 14 avril 2025. Nous sommes à la veille de Aston Villa PSG, quart de finale retour de la Ligue des Champions. Ce sera le seul thème du soir, parce que c'est déjà pas mal, qu'il n'y a pas eu de match ce week-end et que globalement tout le monde attend ce match, donc on va faire simple. On a déjà fait le débrief du match aller, c'était vendredi soir. Il s'est pas passé énormément de choses depuis. On a eu les conférences de presse aujourd'hui, on a eu quelques indiscrétions comme ça autour des compos et tout. Donc, on s'est dit, on va faire un petit podcast. Petit podcast, on n'est que trois aussi. Normalement, Daryl est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Et normalement, l'ami Blaise aussi est là. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir Daryl, bonsoir à tous. Et bonsoir le live évidemment, parce que je vois que vous êtes déjà là. On va attaquer tout de suite. Je vous propose dans les sous-thèmes, j'avais mis les compos à attendre. On va peut-être commencer par nos futurs hôtes d'Aston Villa. On me dit bonsoir patron. Écoutez, je suis pas le patron de grand-chose. Et on nous dit son un peu faible à part toi. Ah, écoutez, je vais pousser le son de nos amis Daryl et Blaise parce qu'effectivement, je suis pas sur l'ordinateur habituel et donc c'est possible que vous les entendiez moins bien. J'ai légèrement poussé de leur côté. Donc, je disais, on va attaquer direct sur les compos. On va pas perdre de temps. Globalement, je pense pas que ça soit le podcast le plus long de l'année, plutôt un des plus courts. Côté Aston Villa, on va attaquer parce que ça sera plus simple. On fera le PSG ensuite. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Aston Villa a joué ce week-end. Aston Villa a gagné à Southampton comme attendu, parce que bon, il jouait contre une équipe absolument catastrophique, donc c'était quand même assez logique qu'il gagne. Dans les buts, je pense pas qu'il y aura des changements, on va pas faire semblant. On a quand même à peu près tout le temps les mêmes joueurs à attendre. Et globalement, l'ami Emiliano Martinez fait pas partie des joueurs qui s'apprêtent à changer quoi que ce soit. Enfin, que Unai Emery s'apprête à changer en tout cas. Donc, ça sera lui. Au poste, je cherchais la photo d'Unai. Au poste d'arrière gauche, pareil, ça devrait être Lucas Digne. Dans l'axe, évidemment, on retrouvera Konsa. Il y a un premier doute. Est-ce qu'il va remettre Pau Torres comme au match aller ou est-ce qu'il va mettre Tyrone Mings, qu'on avait vu notamment ce week-end. Daryl, est-ce que tu as pu regarder le match de ce week-end de Southampton? Moi, j'avoue que j'ai rien vu à part les buts, donc je peux pas vous. Non, ouais, exactement pareil. Bon. J'ai juste regardé les buts, je dis que ce match-là n'allait pas nous apprendre nécessairement grand-chose, Est-ce mis à part les compos, quoi. Est-ce que Blaise a fait ses devoirs un peu mieux que nous? Non, je crois pas. Excuse-moi, non, pas du tout. Voilà, donc les cancres se réunissent le lundi soir. Non, mais je m'attends personnellement à retrouver la même charnière qu'à l'aller, parce qu'elle a plutôt bien fonctionné. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc Pau Torres et Konsa. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Déjà, Pareil. Pau Torres c'était un peu une surprise à l'aller, et donc là, je vois pas pourquoi il serait pas de là. Enfin, a priori, s'il l'a mis, c'est pour une raison précise, donc. Je ne vois pas pourquoi ils changeraient compte tenu du fait que leur structure défensive était plutôt cohérente. Très bien. Moi, ça me va. Pareil aussi. Ouais, pareil. Et je sais pas si ça me va, mais en tous les cas, oui, je pense que dans les satisfactions, et je le disais vendredi, je pense que ça fera partie des choses qu'il va, en tout cas, je pense qu'il va reproduire demain. Très bien, écoutez, on est d'accord sur ce point. On me dit le son est naze. Attendez, moi je me tue les oreilles pour vous. Là c'est mieux, oui, j'ai augmenté un petit peu, je suis désolé. Donc on est d'accord, on va passer donc au poste derrière droit. Nous avons au choix Batikash qui s'était fait avertir au bout d'un quart d'heure ou Dizazi qui s'est fait humilier au bout de 4 minutes. À votre avis, qui a droit? Est-ce qu'on aura droit à Matikash de nouveau ou est-ce qu'on sera plutôt Axel Dizazi? Ouais, pour moi, ce sera Matikash. Je D'accord. pense que Axel Disasi, bon, on a bien vu que c'était un défenseur central repositionné, quoi. Et compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées, alors Matikash aussi, bien évidemment, mais je pense quand même que Cash est plus en mesure de tenir le poste et qu'il est plus à même de résister, entre guillemets, en tout cas de ne pas complètement sombrer que Disasi, dont la mobilité n'est pas forcément le point fort face à nos ailiers. N'importe celui qui sera aligné côté gauche d'ailleurs.
Moi, je suis d'accord. Je m'attends à voir de nouveau Matty Cash parce que Dizazi a signé une entrée tellement désastreuse que on peut pas, ils peuvent pas le remettre, quoi. Non, mais sérieusement, je vois pas comment ils peuvent faire jouer Dizazi vu les 45 minutes qu'il a sorti, quoi. C'était catastrophique. Sur le live, tout le monde dit on veut Axel. Non, mais évidemment qu'on veut tous Axel Dizazi. Et de préférence, le Axel Dizazi deuxième période, bien nulard. Mais malheureusement, je crois pas que ça va se passer comme ça. Et c'est pas pour rien que Matikash est plutôt titulaire en temps normal. Voilà. Au milieu du terrain, c'est peut-être là pour moi qu'il y a peut-être les vraies surprises à attendre côté Aston Villa, parce que Tillmans, Camara, on a vu que ils ont quand même pas mal subi au milieu du terrain avec McGinn en plus. À votre avis, est-ce qu'ils continuent sur cette paire? Est-ce qu'ils incluent Onana? Moi, c'est surtout Onana que je vois vraiment débuter parce qu'il a fait une entrée et qui nous fait vraiment mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On me dit, est-ce qu'ils ont mieux que ça? Je suis pas sûr qu'ils aient. Camara Tillmans est la paire titulaire depuis des semaines, hein, quand même. Enfin, des mois même, je dirais. Donc, je sais pas, Daryl ou Blaise, votre avis sur cette paire finalement? Bah, c'est la paire titulaire. Moi, personnellement, je les vois être reconduits pour une raison simple, c'est que Onana a joué 90 minutes ce week-end, enfin, 88 très exactement, et que c'est un joueur qui a quand même pas enchaîné des masses dernièrement. Et là, il a simplement disputé les 3 derniers matchs de Première Ligue, et puis donc la rencontre de Ligue des Champions face à nous. Mais je le vois pas en fait en mesure nécessairement d'enchaîner là 2 titularisations à 3 jours d'intervalle, alors que il a été absent assez longuement quoi, cette saison. Donc c'est vraiment c'est la raison principale pour laquelle je vois pas Onana débuter, et j'imagine plus rentrer en impact player comme à l'aller quoi. D'accord. Non, Daryl, c'était lui. Blaise, tu partages cette opinion, cette analyse, ouais? Ben je sais pas si je la partage, mais je pense que j'anticipe déjà un petit peu sur ce que peut être la configuration de ce match. Et la seule chose que je peux apporter peut-être au débat, parce que je suis moins spécialiste peut-être que Daryl, parce que je regarde moins le championnat anglais que lui en tous les cas, c'est que ça peut, enfin sa titularisation ou pas, peut-être orienté sur le profil de match que va vouloir faire Aston Villa, parce que comme il l'a dit, dans un mode où ils ont besoin quand même d'avoir les dernières minutes du match, la dernière demi-heure du temps réglementaire et les éventuelles prolongations pour passer devant. Je me dis que ce type de profil face à nos milieux qui auront peut-être un peu plus de fatigue dans les jambes peut être quelque chose qui permettra à Aston Villa de bien finir le match. Donc, je sais pas après si c'est envisageable, en tout cas de le voir titularisé, mais si jamais il était aligné au coup d'envoi, je pense que ça voudrait dire beaucoup de choses sur la volonté d'Aston Villa de revenir assez rapidement dans le match. D'accord. Bon, on va voir un peu ce que ça. Mais ça vous, je pense que tu as raison quand tu dis que le choix un peu que ça va être entre comment il s'appelle, entre Onana, Tillmans, Camara, va donner un peu l'idée de ce que veut faire Unai Emery. Mais enfin, ils ont quand même 2 buts à rattraper. Et j'ai un peu l'impression que ils commencent le match comme s'il y avait zéro. Enfin, dans ce qu'ils ont l'air de dire, de prévoir, s'ils remettent la même équipe qu'à l'aller, enfin, comment ils comptent mettre 2 buts, quoi? Ça, c'est Oui, mais ils ont des buts à rattraper, mais ils doivent surtout pas en prendre. Il y Ouais, a aussi cette donnée parce que pour le coup, si on ouvre le score, bon c'est we believe, mais enfin ça va quand même devenir très compliqué de continuer à y croire pour eux. Et bon, déjà Tielemans, pour moi, je pense que il y a pas de débat. Lui, il est vraiment titulaire indiscutable. Il joue absolument tous les matchs, même ce week-end. En gros, c'est Tielemans, c'est Rodgers, c'est vraiment des indéboulonnables. Et donc ce Et serait David, éventuellement. juste une Oui, question de tête par rapport avant que t'enchaînes sur l'accompagnant de Tillmans. Moi, je trouve que on n'en a pas parlé puisque on n'analyse pas les performances individuelles de nos adversaires.
mais j'ai trouvé que physiquement, je sais pas s'il est dans un moment où il avait peut-être besoin de récupération, où il enchaîne beaucoup trop, mais je trouve que physiquement, c'est peut-être un de ceux, si tu as envie de faire un match très intense, qui ne répond pas totalement. On en Ah parlait oui, oui. avec le physique un peu rondouillé de son visage. J'ai pas l'impression que l'aligné engage cette équipe à pouvoir en tout cas faire totalement différemment avec le ballon et surtout sans le ballon, parce que avant même de marquer ou de ne pas encaisser, la première difficulté que cette équipe va avoir, et notamment si on oriente un peu sur l'attaque et les éventuelles oppositions à notre jeu collectif, j'ai du mal à voir un Tielemans capable de lui être un joueur qui va arriver à récupérer, à empêcher nos joueurs d'avancer sur le terrain grâce à son intensité défensive. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais là, Tielemans, le fait qu'il ait disputé absolument tous les matchs de Villa en Ligue des Champions, je sais pas, mais en Première Ligue, en tout cas, il a pas loupé une seule rencontre et il a jamais été mis sur le banc. Et pour moi, c'est vraiment un peu la pierre angulaire d'Emery. Et je pense que dans l'optique pour eux d'être un minimum capable de faire le jeu et de mettre en difficulté, ils peuvent difficilement se passer de Tielemans. En fait, à vrai dire, c'est pas Tillmans, moi, qui me Ouais, laissait. c'est plus Camara. Ouais, voilà, c'est est-ce qu'ils vont remettre Camara ou est-ce qu'ils vont mettre Onana ou alors est-ce qu'ils vont descendre Camara en défense centrale pour justement le Ouais, garder sur le terrain. Par exemple, ça serait ça c'est possible. Camara Et Konsa à droite. et Konsa. Ah, peut-être, oui, j'avais pas pensé à ça. Pau Torres, Konsa à Camara dans droite pour l'axe. éviter d'avoir cash. Ouais, Ah, ça c'est, c'est ouais. possible aussi. Bon, on verra. On continue. C'est bon, on va pas faire non plus 15 minutes sur le milieu de terrain d'Aston Villa, hein. Devant, je sais pas si vous avez vu, il y a une phrase très intéressante d'Unai Emery où en gros, il explique qu'il y aura pas et Rashford et Watkins. Alors, on n'est pas obligé de le croire, hein, Oui. Unai, hein. En fait, je comprends un peu ce qu'il veut dire parce que si il met Watkins devant, ça veut dire qu'il met Rashford à gauche. Mais je sais pas si vous avez regardé où Jalen Ramsey, non pas Jalen, comment il s'appelle Ramsey Jalen Ramsey, c'est un mec qui joue en NFL. Jacob. Jacob Ramsey jouait arrière gauche tout le match en fait au Parc des Princes. C'est-à-dire qu'à chaque possession de balle, ça veut dire que c'est Rashford qui va jouer arrière gauche. Ben non, c'est pas possible en fait. Ça veut dire que Ah oui, non, ça c'est compliqué. voilà. Donc il y a un C'est souci à ce niveau-là. Mais je pense qu'on aura encore Rashford en pointe et Watkins en super sub ou un truc du genre, hein. Enfin, totalement. je vois pas comment ils. En fait, c'est surtout que je comprends pas comment ils peuvent mettre les deux ensemble, tout simplement. Donc à partir de là, bah tu fais un choix et ce choix, il s'appelle plutôt, à mon sens, Rashford que Watkins, parce que même si Watkins, il a même pas joué ce week-end encore, il est rentré en jeu. Alors il est rentré, il a marqué direct, hein. Mais quand même. Euh, il a parlé de pas assez de temps pour les mettre à deux devant, c'est vrai. Et le temps, il Ouais. va pas l'inventer dans la vie, hein. Enfin, dans la nuit, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de doute sur Ouais. le fait qu'il Moi, change. Oui, vas-y. j'exclus pas le 4-4-2 quand même, la petite tentative là de 4-4-2 avec du coup Rashford et Watkins en pointe et où se priverait du coup du numéro 10 donc de McGinn éventuellement. C'est pas ce que j'imagine hein, mais en tout cas si je voyais ça demain, ça me surprendrait qu'à moitié. Il y a un truc qui me choque dans ce que moi aussi j'y pense, mais est-ce que c'est le match où tu as besoin du supplément d'âme et tu sors ton capitaine? Je suis pas sûr. C'est, Ah voilà. oui, Je sais pas si vous vous rappelez sur le match, le fameux PSG Lens fameux, qui décide du titre, en 2023. Il y a Franck Hez qui fait sa compo et qui sort Sotoka, qui est un peu le capitaine courage du RC Lens, qui est là depuis des années et tout. Il le sort, ils font un match où ils perdent, hein, donc ils perdent 3-1, je crois. Et voilà, comme dit sur live, tu sors pas ton capitaine. Et le premier truc que dit Franck Hez en conférence de presse, et moi ça m'avait grave choqué quand j'avais vu la compo, j'ai fait non mais tu peux pas sortir ton capitaine pour un match décisif en fait, ça a pas de sens. Si c'est ton leader par définition, ton capitaine un peu. Et il l'avait dit direct, Franck Hez, il a fait ouais, j'avais fait une erreur en mettant pas Sotoka. Ou il l'avait pas dit direct, il l'avait redit bon bref, tout de suite il avait dit ouais non. Le capitaine il doit jouer par définition, si c'est le capitaine, c'est mon relais, c'est l'âme de l'équipe. C'est pour ça qu'il doit jouer, quoi. Comme Unai, quand il est arrivé, il n'était pas très convaincu par Matuidi. Au bout de 3 entraînements, il a dit mais non, en fait, je comprends pourquoi il joue, parce que c'est un peu l'âme de l'équipe. C'est lui qui donne le ton.
Et McGinn, on se moque de lui parce que il a plus un physique à lever des pintes qu'à lever des haltères. Mais en tout cas, au match aller, celui qui crée le premier but, c'est lui quand même. Hein. L'interception dans les pieds de Nuno Mendes, c'est lui. Donc c'est pour ça, j'arrive pas à croire qu'il va le sortir en fait. Et c'est possible qu'il le fasse, hein. Mais je le vois plus éventuellement le sortir à l'heure de jeu, à la 60e ou 65e, pour donner vraiment un coup de pouce offensif, en faisant rentrer par exemple Asensio ou un autre, que s'en priver au coup d'envoi, parce que quand Aston Villa était sous l'eau au Parc des Princes, celui qui courait, qui comblait le plus les brèches, c'était McGinn encore. Celui qui arrive à les mettre devant au score, c'est encore lui. Enfin, c'est pas que lui, évidemment, mais vous m'avez compris, quoi. Donc c'est pour ça que Alors, après, au PSG, Unai a sorti le capitaine un soir de Real Madrid PSG, j'oublie pas. Mais, je sais pas, j'arrive pas à croire qu'il va sortir son capitaine comme ça. Je sais pas, Blaise, ce que t'en penses. Moi, je n'y crois pas. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi et j'ai envie de dire que quand tu fais ce genre d'action, ça ne peut marcher que s'il y a victoire au bout. Donc après, bien évidemment, je l'envisage pas. Déjà pour des raisons footballistiques, parce que je vois pas Unai en entraîneur expérimenté penser que remonter ce score sera aussi facile que ça pour prendre ce risque. Et comme tu le dis, il y a une symbolique qui engage le joueur à être présent sur ce type de match et même au-delà de ça. Et tu l'as bien rappelé parce que au final, on plutôt été dans le confort dans ce match, mais toutes les petites choses qui ont permis de préparer déjà, on va dire, les actions de ce but, c'est lui qui a pu les apporter, même sur une première frappe où il se déchire, c'est lui qui arrive à être dans notre camp, à se mettre dans le sens du jeu et à pour la première fois un petit peu faire reculer le PSG. Donc, je pense qu'à domicile, dans une volonté forcément d'être un petit peu plus haut, même en étant dominé, lui, c'est le type de joueur qui, quand tu lui donnes 5-10 mètres de plus, enfin, tu le fais évoluer 5-10 mètres plus haut sur le terrain, peut être capable de faire des choses pour une équipe qui reste inférieure et qui doit avoir toutes ses forces vives pour essayer de remonter les 2 buts d'écart. Après, une donnée quand même importante, c'est que McGinn est capable d'évoluer sur un côté. Il peut jouer Oui, milieu gauche ou milieu droit dans un 4-4-2. tu Donc, penses. il y a la possibilité de sortir Ramsey, par exemple, et de mettre McGinn à sa place. J'ai du mal à le voir tenir sur la durée face à Hakimi, face à Doué, face à ce genre de joueurs avec des très gros cardio. Et c'est pour ça que en Moi, fait, oui, vas-y, pardon, moi, vas-y, Blaise. honnêtement, c'est dans les joueurs de côté en attaque, j'ai envie de voir qui seront peut-être les plus adaptés, justement, comme tu le dis, pour empêcher au maximum nos joueurs de côté d'évoluer. Et moi, comme toi, hein, en tout cas, de ce que je vois du joueur et ce qu'il est aujourd'hui, j'ai pas l'impression que face à notre équipe et les jambes qu'elle a, notamment sur les côtés, il puisse soit gêner très haut sur le terrain ou suivre tous les déboulés d'Hakimi ou éventuellement de Nuno Mendes, même si c'est un peu plus avec parcimonie pour lui. Bah tiens, c'est marrant, sur là, on me demande est-ce qu'il peut mettre McGinn sur Nuno pour forcer l'erreur. Bah en tout cas, à l'aller, il l'avait fait. Je sais pas. Moi, Ouais. j'avoue que si je dois le voir évoluer sur un côté, c'est peut-être plutôt effectivement à droite, Ah, avec c'est le gauche. Ah, à droite? Ouais, mais comme ça, il met Rogers à gauche et puis il sort. Je sais pas. ouais. Non. Bah, le côté sur lequel il a le plus évolué dans sa carrière, c'est le côté gauche. Mais... Bon, à voir. Donc ça veut dire qu'on est d'accord que Asensio serait de nouveau que remplaçant. Ah oui, oui, ça, pour moi, de toute façon, 4-2-3-1, 4-4-2, ce que vous voulez, pour moi, Asensio sera sur le banc. Non mais le live est en train d'en débattre. Et oui, aujourd'hui c'est un peu leur super sub, le rôle qu'il avait au Real et qu'il a jamais vraiment réussi à épouser au PSG. Et puis ça va se passer comme ça. Et puis on verra. Hein. Est-ce que l'ami Jacob Ramsey est de nouveau titulaire pour vous? Bah, bah, Ouais, je pense aussi. Après, parce que moi, surtout, et tu l'as un petit peu dit tout à l'heure quand tu t'es questionné sur la phrase d'Unai, c'est que il y a un joueur que je vois pas du tout à gauche, c'est Rashford. Ça, par contre, pour moi, c'est impossible. Impossible dans ce ah type non, de pas assez match. d'intensité Rashford, ouais, défensive. Ah non, impossible. c'est pas possible. Ça, je suis d'accord, ouais. Après, ça dépend donc des pistes qui restent. Et, Ouais.
Et oui, peut-être que entre McGinn, si jamais il devait changer de position ou parce que oh putain, j'ai un trou. La piste, Rogers. le Rodgers, voilà, c'est ça, le Rodgers que je vois bien à droite. Donc non, je pense que ça changera pas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si on fait l'équipe dans l'intégralité, à une ou deux exceptions près, ça va être la même. Oui, Mais comment il va pouvoir, enfin comment ils vont pouvoir, c'est une question qui était sur live et c'était intéressante, comment ils vont pouvoir retourner la situation en étant plus ou moins la même équipe, quoi. Alors peut-être qu'ils vont c'est pour défendre ça moins. que j'envisage un peu le 4-4-2, quoi. Ouais. Non, c'est Parce sûr. que sinon je vois pas. Mais moi, tout ce que je vois là, bon, mis à part évidemment les changements tactiques et micro-tactiques, c'est multiplier un peu les menaces qu'ils peuvent envoyer sur notre but. Et donc, coup, envoyer à la fois Watkins et Rashford pour au moins avoir deux joueurs dangereux à même de attaquer la profondeur et puis même de faire beaucoup d'autres choses, hein. Garder le ballon un peu haut sur le terrain lorsqu'ils tentent de le dégager, etc. Et venir vraiment challenger nos défenseurs qui joueraient probablement du coup des 1 contre 1 face à eux et ce serait pas forcément gagné d'avance. Donc moi, mis à part ça, effectivement, j'ai un peu de mal à voir beaucoup de solutions chez eux pour vraiment créer suffisamment de danger pour remonter ce déficit de deux buts. Ouais, non, mais c'est vrai. Maudit sur live, effectivement, ils vont peut-être chercher à avoir des coups de pied arrêtés. Ça sera intelligent de leur part, oui. Mais même dans les matchs comme à Arsenal où bon, il y a eu un but sur coup franc, mais généralement on est même dans les matchs où on est moins dominateur. Il y en a pas eu non plus beaucoup cette saison, mais on reste la même équipe assez disciplinée ou qui même parfois ne fait pas assez de fautes. Donc ça peut être une stratégie de leur part qui peut, en mettant de l'intensité, être le cas notamment en début de match. Mais je trouve que c'est pas forcément, heu, en tout cas, rentrer dans la tête du PSG de cette saison que de vouloir entre guillemets «la mettre, au supplice» et de pouvoir la mettre, enfin l'obliger à faire des fautes un petit peu bêtes. Moi, je pense que vraiment pour le coup, et c'est ce qui rend la tâche encore plus difficile pour eux, c'est que le PSG, pour les battre, il faut jouer au foot. Et je suis pas persuadé qu'ils aient toutes les qualités, surtout avec là le troisième but et on en voit encore plus l'importance là au moment d'imaginer la réflexion d'Unai Emery et de son staff. C'est que je sais pas comment, et comme tu l'as dit, en prenant les noms les uns après les autres et en voyant que finalement la composition reste peu ou prou la même, comment ils peuvent totalement changer le match sans encaisser de but ou sans, au bout d'un moment, être totalement fatigué et éteint par la débauche d'énergie que ça peut demander. Bah, ça, pour le coup, je comprendrais, tu vois, par exemple, s'ils sortent mieux le ballon, ils peuvent vite se retrouver dans des cas où ils ont des vrais bons contres à jouer. Là où à l'aller, ils n'avaient pas du tout réussi à jouer des contres. Parce que je pense on va pas gagner autant de duels dans l'entrejeu, et ils auront forcément plus de contres. Mais après, Mais on peut jouer la sécurité. ah bah nous, on peut faire une passe géante de 90 minutes, hein. Et on en est capable, hein. Quand je vois ce qu'on a capable, on a quand même endormi 25 minutes ou 20 minutes d'une finale de Coupe de France sans trembler du menton. Alors s'il faut nous endormir 90 pour jouer une demi-finale, on est totalement capable d'endormir 80 minutes de match, hein. Donc Et t'as rajouté Doué et Gvara, hein, qui eux, ils vont pas le rendre, hein. ouais, non, c'est clair. Non, voilà. Donc ah non, mais s'ils veulent laisser Vitinha mener le truc, il y a pas de souci. Vitinha, il va jouer avec Neves, ils vont rendre à Vitinha, ils vont donner à Ruiz, qui va leur rendre. Ça peut durer longtemps. Et le temps, pour une fois, joue en notre faveur. Donc voilà. Mais bon, après, il y aura forcément des moments où ça va pousser, où ils auront le ballon beaucoup plus qu'à l'aller. Mais c'est vrai que là, comme ça, tu te dis, mais comment ils vont faire, quoi. Bon, après, c'est pas notre problème. Sur, Plus je me pose la question et plus je me dis qu'effectivement, pour eux, la présence d'Onana peut changer vraiment là quelque chose. Plus que l'attaque, plus que de changer de positionnement en McGinn ou d'autres. Je pense que face aux qualités qui sont les nôtres, peut-être d'avoir un joueur qui, par sa qualité athlétique, peut casser justement cette ligne
les mettre dans notre camp et pour eux après pouvoir s'organiser parce que oui, on est en face de joueurs qui ont réussi à se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions, donc de la qualité, il y en a en face. Oui, non mais c'est sûr. Et tu vois, Onana par exemple, une qualité qu'il a par rapport aux autres, c'est que déjà il est grand, il est puissant, mais en plus il a des pieds. Hein. Je veux pas être méchant, mais je pense qu'il a des meilleurs pieds que Bouba Kamara par exemple. Donc à voir. Mais j'avoue que s'ils reproposent le même type de match et qu'ils se disent juste on va mieux sortir le ballon, donc on aura plus d'occasions et il faut qu'on exploite les espaces qui vont forcément laisser en jouant avec la balle. Je sais pas si, en même temps, je sais pas s'ils sont en mesure de proposer beaucoup mieux, quoi. Parce que le PSG est une équipe qui est tellement dure à jouer en ce moment que qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi, en fait. Donc c'est pas facile. Hein. Je me mets à la place de Nai et à la place d'Aston Villa. Et ils sont vraiment, en fait, ils ont été tellement dominés à la Ligue que c'est compliqué de se dire ouais, ça on peut faire mieux, ça on peut pas faire mieux, ça on va faire mieux. Est-ce qu'ils sont bons sur coup de pied arrêté? Ah, oui, ils ont de la taille déjà. Ils sont pas mauvais du tout, mais c'est surtout que le PSG est très moyen. Et un coach spécifique aussi. Voilà. Je sais plus s'ils ont toujours un coach spécifique. Oui, non. Ah bah je pense qu'il est toujours là. Hein. En Parce tout que, cas, j'ai rien vu parce que suggérant le contraire. si tu parles de Carcedo, il est plus Econai depuis un certain temps, ou alors il est revenu. Ah non 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 Ah, non un non non autre, non, ok. c'est pas Carcedo. Parce que celui qui était au PSG Econai, c'était Carcedo, mais il était parti faire Ah non sa carrière solo. non non là c'est un gars qu'ils ont pris je sais plus où mais c'est un type avec les cheveux mi-longs là qu'on Ah, voit parfois sur le banc. c'est lui la jolie blonde Ouais qu'on a vue sur le banc de touche, là. ouais D'accord. exactement. Ok. S'il est pas suédois, lui, je m'y connais pas. Bon, on a fait le tour sur la compo de Villa, on va passer sur celle du PSG, ça nous intéresse quand même un petit peu plus. Allez, on va pas perdre de temps. Donc, on sait très bien qui sera dans les buts. Il s'appelle Donnarumma. On sait très bien qui sera en défense, à savoir Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Voilà, on a déjà fait la moitié de l'équipe. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Alors, en sentinelle, Vitinha, en relayeur droit, Neves, en relayeur gauche, Ruiz. À part si vous n'êtes pas d'accord. Mais je crois que ça va aller très vite. Le live est d'accord, pas d'accord, non, voilà. Il dit s'il y a pénalty, espérons que ce soit Asensio qui le tire. Je vous confirme que ce week-end, il nous a envoyé 2 saucisses magnifiques. Voilà. Ruiz avec son carton. Attendez, Ruiz, ça fait 7 matchs, je crois qu'il joue avec son carton au-dessus de la tête. Ne vous inquiétez pas, il a l'habitude. Et puis, vu qu'il fait très peu de fautes, c'est pas très... Et au pire, il prendra un carton, il ratera un match. Et on a été privé de Marquinhos, qui est un des joueurs qui a le moins de remplaçants naturels dans l'effectif. Et on fera un match sans Fabien Ruiz. Voilà. Au pire, ça sera une chance pour comment il s'appelle, pour Warren, ça sera une chance pour Désiré, et puis on verra. Donc, We love Mayulu. Et we love Mayulu. Oui, non, les cartons sont réinitialisés après les quarts de finale. Donc, par exemple, si Ruiz prend le carton suspensif qui lui pend au nez, là, il sera suspendu. En revanche, ceux qui ont initialisé une série de cartons qui en seraient, par exemple, à 1, ceux-là, ils sont effacés effectivement après les quarts de finale. Mais par exemple, Ruiz, s'il est à 2, ça serait effacé. Mais s'il a son 3e, là, il purgera sa suspension. Voilà. L'UEFA a un système un peu particulier. Au bout de 3 cartons, tu es suspendu, puis au bout de 2, puis on efface après les quarts. C'est un peu un truc particulier. Devant, messieurs, je vous laisse débattre. À part Dembouz dans l'axe, Gvara, Barcola, Doué. Allez, Blaise ou Daryl, à vous. Vas-y, Blaise. Je dois avouer que je sais pas. Non, j'ai tout de suite envisagé en fait, et on en avait un petit peu parlé vendredi, que ce match, il avait vraiment été vu par le staff et les joueurs comme un affrontement de deux oppositions dans laquelle la tactique des deux avait visiblement une importance. Et on l'a vu, je pense, avec la joie au 3e but. C'est aller avec 2 buts d'avance t'offre un confort que la profondeur peut encore plus te donner. Et je pense que à ce registre-là, dans un contexte britannique, j'ai l'impression, en tous les cas, et même en voyant un petit peu les images qui sortent à droite à gauche, l'absence totale de déception de Barcola d'avoir été sur le banc au match aller, que une partie, en tout cas, comme je le pense, hein, je l'envisage, que le staff lui a un petit peu dit que le match retour serait aussi pour lui
et qu'il pourrait bénéficier notamment de plus d'espace et de pouvoir mettre en avant ses qualités. Donc, comme toujours, l'incertitude vient un peu du troisième homme, parce que aujourd'hui, en tout cas en Ligue des Champions, je pense qu'il n'y a absolument aucun doute que Kvara et Dembélé sont les titulaires, vu les mots qui sont dits pour l'un et les statistiques et le vécu dans le groupe pour l'autre. Donc, j'ai envie de dire Barcola, et j'ai envie de dire Barcola peut-être un peu plus à droite au début du match, et après avec les permutations, parce que j'ai l'impression que Kvara aujourd'hui est un des joueurs que le staff a envie d'installer comme un leader, un mec qui a sa place et qui va jouer à sa place. Donc voilà comment je partirais, en tout cas comment j'envisage que le staff partira, et avec bien évidemment aucune sanction ou aucune injustice à avoir pour Doué, parce que lui aussi rentrera sûrement dans le moment du match où il faudra l'éteindre peut-être, et puis profiter avec ses qualités individuelles et sa capacité à conduire le ballon sur de très grands espaces pour finir le match. Tiens, une personne sur la live totalement d'accord avec toi, Daryl. D'accord, mais lui c'était Blaise en tout cas, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On confond encore les voix régulièrement, vous inquiétez pas. Je prends si on confond avec Daryl, ça va, c'est un honneur. Ça va. Ça va. Moi, j'avoue que bon, je suis d'accord, Dembélé intouchable. Kvara, je pense qu'il, pareil, il a pris sa place. Mais la dernière partie entre Doué et Barcola, c'est vraiment pas simple, hein. Franchement, Ouais. c'est. Bon, après, c'est le choix du roi, hein. Oui, Peu voilà. importe l'option prise, En fait, ce sera une bonne option. après, tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est que je trouve que Doué est un joueur qui est super intéressant à avoir sur le banc de touche, parce que quel que soit le scénario, tu peux le faire rentrer. Si tu mènes, tu peux le faire rentrer à la place d'un ailier, comme ça tu as toujours de la menace offensive. Et si t'es mené, tu peux le faire rentrer comme un relayeur, parce que ça t'amène vraiment un joueur offensif de plus en fait. Et c'est en ce sens que j'ai peut-être envie de mettre Barcola titulaire sur ce match, plutôt que Doué. Mais comme tu dis, Daryl, ouais, c'est un choix droit, parce que Désiré, il envoie de ses matchs, oh là 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 là, quoi. Non mais c'est dur, hein. Non, mais c'est même très dur d'envisager au final qu'il ne débute pas, parce que même plus j'argumentais, plus je me disais, mais c'est Désiré Doué, quoi. Enfin, en tout cas, les Désiré Doué de mars-avril, et j'ai envie de dire du futur. Donc, ouais, non, mais je comprends la vraie difficulté, parce que au final, même Doué, avec des espaces ou un peu moins d'espace, bah, peut arriver à s'exprimer. Donc, c'est vrai que j'avoue que je ne sais pas. Passer à 4, peut-être offensif, mais t'enlèves qui au milieu? Donc c'est insoluble. Ouais, non, pardon, une question sur elle, on me dit, vous voyez 0% Gvara rentrer en deuxième mi-temps. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est Ouais. quoi? C'est Blaise qui disait que Gvara semblait être installé. Ouais, ouais, non. Et puis Gvara, il fait un taf défensif qui est monstrueux. Non, je le vois vraiment pas être remplaçant Gvara pour le coup. Après, je peux me planter Ouais, moi complètement, non plus, hein. hein. Je pense que Ous me paraît intouchable. C'est intouchable. C'est le meilleur buteur. Je trouve que c'est le meilleur joueur de l'équipe tout court. Kvara, c'est moins installé, mais ça commence à être très très installé, hein. Quand en quart de finale, Doué s'est fait sauter pour Kvara, parce que c'était Doué qui s'était fait sauter au match aller, hein. Au match aller, c'était ça, c'était Doué, oui. Barcola. C'était Barcola déjà qui s'était fait sauter à l'aller? Non, Barco, il est à l'aller. Non, t'as dit le quart, tu parles du huitième. Pardon, le huitième, excusez-moi. Ah, du coup, oui, au huitième, oui, du coup, au huitième, non, c'était Doué, ouais. Je Ouais, pensais à Liverpool, on n'était pas sûr que Kvara allait débuter, pourtant c'est Kvara ouais, qui avait été totalement. choisi. Je pense que Et c'est Kvara, même Kvara qui avait été un des meilleurs déjà à l'aller, ouais. en faisant un gros match. Non, mais je pense qu'on va partir plutôt sur effectivement Barcola à droite. Je pense qu'il y a une action qui est très intéressante sur le match aller. C'est Kvara qui fixe et Hakimi qui va marquer quand il est hors jeu. Parce qu'il y a une très bonne attaque il y a une très bonne attaque de la profondeur sur le côté droit, où on voit que Digne n'a pas été mauvais dans le duel, mais avec Torres et Digne, c'est pas non plus très très fort pour gérer, je pense. Enfin, il a été bon dans le duel, mais ils ont plus de mal à gérer la profondeur. Et Barcola étant un pur joueur d'espace, ça peut être très intéressant de l'avoir côté droit sur ce match et pas côté gauche en fait. Donc, est-ce que ça peut, et ça fait de la taille aussi sur les coups de pied arrêtés, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir de la taille de Barcola. Donc,
allez, je vais basculer exceptionnellement dans le barcolisme. Enfin, je dis je dis exceptionnellement alors que je voulais le mettre titulaire à tous les rencontres de Ligue des Champions, donc c'est complètement stupide. Mais je suis ce mardi soir à Villa Park dans le train du barcolisme. Désiré, je suis désolé, tu rentreras en jeu. Tu seras encore le starboy de l'entrée en jeu, mais tu ne débuteras pas. Au final, Daryl, Blaise, on penche tous les trois pour Barcola plutôt que Doué alors? Ouais, moi Ouais. je pense plutôt vers Barcola. Bon, c'était déjà ce que je voyais à peu près à l'issue du match aller, et là, ça n'a pas bougé. Je pense que dans l'optique, enfin, vu qu'on envisage tous à peu près un match avec un peu plus d'espace pour nous, je pense que Barcola est le joueur le plus indiqué pour vraiment sanctionner les espaces potentiels que Villa pourrait nous laisser. Donc, je pense que en termes de gestion, déjà aussi même de management, on va dire, Barcola qui a quand même été titulaire à chaque rencontre de Ligue des Champions, sauf le quart aller. Bon, peut-être que il serait plus malin de le réaligner et que Doué encaisserait mieux une non-titularisation. Je sais pas, après ça c'est vraiment c'est Luis Enrique qui connaît son groupe et qui le gère comme il l'entend, hein, mais voilà, je pense que pour l'aspect management et l'aspect un peu tactique, parce que je pencherais plutôt vers Barcola. Très bien. On nous dit Doué, pourquoi pas au milieu? Bah, tout simplement parce que Désiré, Ah non, au milieu, il y a beaucoup de monde déjà en fait. Et surtout, c'est un milieu très offensif par rapport aux trois qui sont habituellement titulaires. Et ils ont pas trop de raison de sortir sur ce match-là, quoi, globalement. Le PSG a ce trouvé, milieu on peut pas y toucher. voilà, le PSG a trouvé un équilibre incroyable avec Neves, Vitinha, Ruiz. Il n'y a pas de raison de le bousculer. On Si, verra les essais. On a le temps, là. On a 5-6 matchs. Il y a des essais qui vont Oui, arriver. voilà, il y a Le Havre ce week-end. Exactement. ouais, alors je suis pas sûr que tu testes grand-chose en affrontant le Havre, mais, Mais des bon, positionnements, au moins. Au moins. Ouais. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, non, il y a un truc qu'on peut tester, c'est si André Ayou joue, faut qu'on teste si l'agression à la Kylian Mbappé est effectivement punie de 2 matchs de suspension seulement, parce que ça peut être rentable, mais c'est un autre débat. Non, mais Exactement. si tu prends un match pour une jambe cassée sur des types insupportables, il y a des fois c'est tentant. Je pose la Et question. peut-être que le VAR en France sera un peu plus gentil, puisqu'il a fallu quand même l'intervention de l'arbitrage vidéo quand même pour mettre un Oui. rouge. Non, mais il voulait être sûr que la jambe était bien sous le crampon, il n'y a pas de doute. Bref, on va revenir à Stade Villa PG. On me dit sur le live, on vous sent très très confiant pour demain, messieurs. C'est pas une histoire de confiance ou pas confiance, c'est juste que bah, le match aller a quand même montré un vrai écart entre les deux équipes, qu'il y a 6 jours entre les deux, et qu'au bout d'un moment, en 6 jours, tu fais pas des miracles. Hein. Voilà. Alors là, par contre, il y a une excellente blague. On nous dit personne ne voit Lee titulaire. Alors pour le Havre, pour le Havre peut-être. Pour Aston Villa, c'est une compétition un peu sérieuse. S'échauffer sera un honneur pour lui. Non, Ouais. non, non, non. On me dit même Lee, il se voit pas titulaire. Ah bah non. C'est Mais possible. lui, oui, mais sa blessure l'a totalement sorti de nos esprits, hein. En plus, bon, il est de retour, c'est vrai, c'est bien, c'est cool. Au moins, le groupe est au complet. Non, Voilà, mais ce qu'il Ça, c'est joue. bien, par contre. Ça, non, c'est une je très suis bonne d'accord. chose. Je suis d'accord. Excellent. Après, non, pour le coup, on me dit qui au club l'a recruté Lee. Bah, c'est Campos, et ça reste un joueur intéressant, tout ça. Mais c'est juste que là, enfin, globalement, les rencontres de Ligue des Champions, il y a, allez, 13, 12 titulaires qui se battent pour 11 places. 12 et demi en comptant Warren. Le dit Kangin, il est gentil, mais il est pas dans cette catégorie, quoi. Enfin, c'est même pas être méchant, hein, mais il est pas dans cette discussion à cet instant. C'est comme Warren, il s'est blessé au mauvais moment. Il a pas été assez bon quand il a joué. Non, non, je suis désolé, monsieur, tu n'es pas avec nous, quoi. C'est tout, comme ça. Enfin, je peux Ah, pas c'est citer. dit de façon très cruelle, mais oui, c'est vrai. Il a pas suivi la progression de l'équipe, hein, quand on est vraiment monté en puissance. Et tous les joueurs aussi, en tout cas beaucoup de nos joueurs sont montés en puissance individuellement. Et Lee Kang-in, malheureusement pour lui, n'était pas dans ce train-là. Voilà, exactement.
On nous rappelle effectivement que l'entrée effroyable de Lee Kang-in à Anfield n'a pas aimé. N'a pas aidé son cas, pardon, pas aimé. On n'a pas aimé, mais ça n'a pas aidé son cas, voilà. On dit Lee Kang-in. Mais juste pour, excuse-moi Philo, juste pour revenir sur l'aspect confiance, tu l'as dit, oui, c'est pas déjà la réalité en tout cas de ce qu'on a pu voir, et on va pas s'inventer d'autres choses. Et vraiment, plus le temps est passé, plus l'importance du troisième but, en fait, c'est aussi ce troisième but et cet avantage de 2 buts qui rend aussi cette chose un peu moins difficile en tout cas un peu moins facile à envisager, en tout cas l'élimination dans le temps réglementaire du PSG. Moi, je me dis que pour combler cet écart de 2 buts sans en encaisser dans un premier temps, il faudra que cette équipe joue différemment et vraiment différemment. Et je me dis qu'on peut être une équipe maladroite. Je me dis qu'on peut être une équipe dans un mauvais jour techniquement ou dominée, mais même sur la durée d'une mi-temps, je pense absolument pas que le PSG n'aura pas d'occasion. Et vu ce que ça peut demander de mettre le feu à une équipe comme la nôtre, je pense que les occasions seront beaucoup trop franches pour ne pas envisager, s'ils en mettaient 2, d'en avoir au moins un pour nous. Ouais. Ouais. Et même ça, même 2, même dans l'optique où ils en mettraient 2, ça ne nous éliminerait même pas, quoi. C'est Ouais, pour ça que totalement. là, et vu les efforts auxquels ils devraient consentir pour en arriver là, en cas d'une éventuelle prolongation qu'on ne souhaite évidemment pas et que je ne vois même pas, hein, je n'imagine pas, il serait cuit, même avec le soutien du public, etc. On a vu hein, Liverpool en huitième de finale retour, ils se sont énormément donnés en deuxième mi-temps pour tenter de prendre l'avantage et d'égaliser sur le match retour, mais donc reprendre l'avantage sur la confrontation. Et en prolongation, bah, les mecs étaient absents. Ouais, excusez-moi, j'avais pas compris que Daryl avait fini sa phrase. On nous dit, Daryl, j'essayais de m'inquiéter un peu pour ce match. Non, mais attendez, ça reste la Ligue des Champions, hein. Moi, je vais vous citer le dernier match de Ligue des Champions de Aston Villa à domicile. Bruges a pris un rouge au bout d'un quart d'heure. Ils ont joué 70 minutes à 10 contre 11. Si on se retrouve dans ce cas-là, je peux vous dire que vous allez claquer des escalopes, hein. Parce que ça va pas être facile, hein. On va pas s'amuser, hein. On est allé gagner à Anfield, faut pas croire qu'on va aller gagner sur tous les terrains d'Angleterre facilement. Aston Villa, Arsenal, c'est non plus le mauvais match de la saison. Donc voilà. Non, on me dit je suis le seul inquiet. Non, il y a une part de confiance, mais il y a une part aussi d'incertitude, peut-être pas d'inquiétude, mais d'incertitude qui est réelle, quoi. Donc voilà. Après évidemment, le PSG a quand même beaucoup d'atouts en sa faveur. Le score, la domination générale du match aller, le fait d'avoir pu se préparer tranquillement, la montée en puissance générale du groupe. Aston Villa, ils sont arrivés contre nous, ils avaient gagné 7 matchs d'affilée, vous regardiez les adversaires, tu disais bon, ok, je comprends pourquoi ils ont gagné les 7. Cette saison, à domicile, City ne les ont battus que d'un but, Chelsea ne les ont battus que d'un but, le Bayern ne les ont battus que d'un but, la Juve, ils auraient dû faire le match nul, c'est bien payé, ils auraient même pu perdre. C'est une bonne équipe. Villa Park, c'est un stade, déjà c'est un stade qui a un cachet incroyable, qui est tout ce qu'il y a de plus britannique, mais quelque part on s'en fout sur le terrain, mais c'est pas le Real Madrid à Bernabéu avec l'arbitre polonais qui a les poches pleines, si je peux me permettre. Vous voyez de quoi je parle. Il n'y a pas d'anonymat ici, il s'appelle Marcignac. Voilà, exactement, on parle de lui. Non mais voilà, on dit c'est quoi l'ambiance de Villa Park? C'est ambiance un peu comme entre St James Park, Anfield, c'est que ces stades un peu anglais à l'ancienne où ça suit énormément. Ouais, c'est ça. Ça suit énormément ce qui se passe sur le terrain. Si Villa enflamme le match, ça va être une dinguerie. Si Villa se retrouve à être dominé, ça va s'endormir un peu. Je sais pas si vous vous rappelez un peu ce qui s'est passé à Liverpool. En début de match, ça poussait énormément. Le PSG a commencé à mettre le pied sur le ballon, ça a endormi un peu tout ça. Voilà. Et je suis d'accord que l'ambiance n'a jamais fait gagner un match, mais je vous rappelle que le Liverpool qui est devenu champion d'Europe en 2019, si c'est pas à Belgrade le match, jamais ils perdent contre l'Étoile Rouge 2-0. Je peux vous l'assurer, hein. Il y a comme ça des stades où le public arrive à avoir une influence positive pour ses joueurs, ce genre de choses. Donc voilà.
quand ça va bien, ça peut vraiment être une énorme force, puis des fois, ça n'a aucune influence. Mais on peut pas nier que jouer à domicile ou jouer à l'extérieur, par exemple, c'est un avantage ou un inconvénient selon les cas. C'est vrai que Villa Park, c'est pas un terrain facile où il est facile d'aller gagner. L'Atlético, ils perdent régulièrement à l'extérieur pour aller gagner chez eux. Bon, il faut y aller, par exemple, quoi. Donc c'est comme ça. C'est pas. Et je pense pareil qu'il est plus simple d'aller gagner comme où joue en ce moment Arsenal là, comment il s'appelle pas Arsenal, pardon, Barcelone. À Montjuic. À À Montjuic, Montjuic, ouais. plutôt que d'aller gagner Ouais. au Camp Nou, c'est pas la même histoire. Hein. Voilà, c'est juste ça, c'est tout. Il y a des stades qui pèsent plus ou moins sur les acteurs que d'autres. Quoi. C'est vrai qu'Aston Villa a déjà pris pas mal de buts cette saison. On a fini globalement la Ah compétition oui. du PSG, on a fait celle d'Arsenal, on a un peu parlé. Quelle autre clé du match vous voulez rajouter? Ah, moi, c'est le premier but du match. Hein. Pour moi, Ouais. le match, il peut durer 2 minutes, comme il peut durer 60, mais le premier but du match, pour moi, il éteindra tout. À partir du moment où si on ouvre le score, on a 3 buts d'écart, je sais que tous les plans ils ont envisagés seront caduques. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et j'ai même envie que Aston Villa envisage d'entamer le match très fort pour, à l'instar de ce qu'on avait fait en phase de groupe après l'arrêt de Didio, c'était à Stuttgart, hein, Ouais. où il fait l'arrêt et ensuite il y a Oui, le contre avec c'est ça. On avait Barcola. déjà ouvert le score. Ouais. Ouais, mais ce type d'action, en fait, où, en fait, Ouais. ils poussent et, en fait, ils sont totalement découverts et nos joueurs de talent arrivent à combiner en très peu de passes. Donc, j'ai envie que ce soit ça, très vite. Je dois vous cacher que, Anfield, les tirs au but, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir après toute cette excitation. Donc, on aurait envie de dormir plus confortablement et le match, vraiment, pour moi, c'est le premier but, en tout cas si c'est nous qui le marquons, qui, je pense, mettra fin à cette double confrontation. Très bien. Daryl, tu as rajouté quelque Ouais, chose? bah, ouais, non, bah, je suis complètement d'accord avec ça. Mais au-delà de ça, même si en fait on devait l'encaisser, ce qui sera clé, c'est la gestion émotionnelle de la rencontre, quoi. Parce qu'on sait très bien que si Aston Villa ouvre le score, bah, le public va s'enflammer. Et donc il y a de grandes chances qu'on se mange un temps fort de Villa derrière. Et il faudra tenir, être capable de laisser passer d'éventuelles vagues et après les sanctionner. Mais en tout cas, il faut arriver dans cette rencontre en étant totalement préparé mentalement à ce que notre avantage de 2 buts soit réduit à un à un moment. Ouais, on va voir. Tiens, en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire le résultat du sondage, on est d'accord. Enfin, les liveurs étaient d'accord. 2 tiers, 1 tiers en faveur de Barcola au détriment de Doué. Donc, je pense qu'effectivement, voilà. On nous dit, n'imaginez pas des scénarios déformés, on va faire le taf. Euh, c'est aussi Ah bah, moi, je m'attends à ce que le PSG fasse plutôt le travail, effectivement. Après, tu peux voir des moments où tu es en difficulté. Hein. Il y a pas ça de. tangue. Ah C'est oui, c'est la Ligue des Champions, c'est normal. enfin, si je peux me permettre, on va pas en déplacement à Saint-Etienne. Hein. Ça va bouger un peu. Non, mais c'est vrai. Enfin, regardez l'équipe en face, on est d'accord, leurs joueurs sont moins bons que les nôtres. On l'a vu à l'aller, hein, ça s'est clairement vu. Mais c'est une équipe avec que des internationaux quand même. Hein. Et puis pas des internationaux de petites sélections. Hein. Argentine, France, Pays-Bas, Belgique, Angleterre, Espagne. Non, non, c'est quand même. Est-ce que ça peut jouer le fait qu'on n'a pas joué ce week-end et eux, oui. Moi, je trouve que ça peut jouer, oui. Et en notre faveur, évidemment. Parce que Aston Villa, oui, c'est ça, ils ont bien galéré à Southampton. Hein. Ils avaient d'un Oui, côté. c'est ça en plus. Ils ont mis 72 minutes à ouvrir le score. C'est ça. Ouais, et surtout, Mais, vas-y, ouais, vas-y. non, non, j'allais dire, et surtout, je pense que là, à ce moment de la saison, c'est pas le fait forcément de ne pas jouer, donc de se reposer plus que Aston Villa. C'est, je pense, le côté travail qui est Ouais. important et qui prépare à un scénario peut-être différent avec une équipe qui, elle, a certaines certitudes quand elle doit dominer avec le ballon. Donc, je pense il y a plus que la fraîcheur, il y a aussi cet aspect travail en continu, puisque les entraînements ont repris dès le jeudi.
une partie du groupe. Donc, je pense que ça peut faire la différence. Ouais. Question intéressante. Sans manquer de respect, est-ce qu'on ne serait pas meilleur qu'eux, même à 10 contre 11, en cas de scénario catastrophe? Moi, je Oh serais... là là, C'est un gros manque de respect, là. Oui, c'est un vrai manque de respect. Ah non, 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 ça c'est un scénario à absolument éviter, hein. D'ailleurs, quand je parle de gestion émotionnelle, c'est un peu ce genre de choses aussi. Il faut pas commencer à sombrer et faire des bêtises sur le terrain. Alors, Être à 10 contre 11, ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire. je suis d'accord, mais je pense vraiment, tu vois, que si on se retrouve à 10 contre 11, je pense qu'on peut passer quand même, parce que Ah oui, ça me rappellerait un peu ce qui s'était passé à Chelsea PSG, en fait. À 10, et ben tant pis, on va le faire à 10. Et je pense que cette équipe a malgré tout une vraie âme, une vraie capacité à passer au-dessus des événements, au contraire. Donc, ouais, mais j'avoue que c'est vraiment le dernier scénario que j'ai envie de voir. Le 10 contre 11, merci d'éviter. Et autre truc, on nous dit, ils ont sorti la com We Believe d'Aston Villa, ça me rappelle celle qu'on avait fait, le fameux Ensemble on va le faire. ensemble on va le faire. Ah, complètement. Bah, c'est totalement ça. Mais je vous jure, C'est exactement ça. quand j'ai vu hier soir le truc We Believe, là, je dois voir le clip et tout. Et puis, je fais la petite news sur Culture, là, tranquille. Je fais, tu sais, ils font leur petite campagne de com et tout, c'est marrant. Et ce matin, j'y retourne et je vois tous les commentaires avec les mecs. Oh non, putain, ils nous ont refait ça. Pourquoi ils ont fait ça? C'est notre We Believe, enfin, leur We Believe, c'est totalement notre ensemble, on va le faire. Vous voyez, c'était il y a 10 ans, on en fait encore des cauchemars. Et eux, ils étaient là, genre, mais pourquoi ils ont ressorti ça et tout? Bah, on vous a mis quelques tweets là, dans l'article d'aujourd'hui quand on en a reparlé du We Believe, parce que c'est extraordinaire, quoi. Les mecs, l'an dernier, quand ils étaient en train de tweeter We Believe, alors qu'ils étaient menés de 4 buts à 20 minutes de la fin contre Olympiakos, et tout le community manager qui se faisait insulter par toute la Villa Army en train de dire tais-toi, on est en train de se faire dérouiller, nous parle pas de Believe là, tais-toi. Non, le We Believe n'est pas du tout passé côté Aston Villa, quoi. Donc voilà. Et la plupart sont un peu circonspects. Il y a eu un mec là de Villa, tiens, je suis tombé dessus par hasard, qui a fait un vlog sur le match, un mec, je crois que c'est Villa on Tour, il s'appelle, enfin peu importe, sur YouTube, qui a fait un vlog sur le match au parc, donc un truc qui dure 20 minutes, enfin peu importe. Et dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a toute la communauté de Villa qui réagit en fait sur le match en fait. Et t'as énormément de joueurs d'Aston Villa qui disent, de supporters pardon d'Aston Villa qui disent ah non mais en fait c'est une des meilleures équipes qu'on ait joué depuis des années, quoi. Moi ça fait 10, il y en a un je crois qui dit ça fait 15 ans que je fais des déplacements, j'ai pas vu 2 fois une équipe meilleure que ça, quoi. Et la plupart ils sont un peu assez pessimistes, genre, ils disent qu'on fasse honneur à Aston Villa, qu'on sorte dignement, mais clairement on n'est pas au niveau, quoi. Et c'est pour ça qu'on me dit ouais alors c'est du foot, hein. 90 minutes tout peut arriver, il y a même des fois en 3 minutes tout peut arriver. Donc voilà, comme je dis sur le live, sur le sub Reddit des Villains, ils y croient sans y croire, bah, c'est un peu ça, quoi. Mais en tout cas, c'était assez sympa de voir que les fans de Villa sont très conscients du niveau de leur équipe. Ils croient un peu à la magie de Villa Park, mais pour la plupart, Ils sont peut-être aussi très conscients du niveau de notre équipe aussi. bah, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Bah oui. C'est que ils y croient moyennement, comme dit sur les 2 forums les plus connus là, Heroes and Villains et Villa Talk. Ils y croient, mais ils sont aussi conscients que le niveau collectif qu'on a affiché, ils sont pas à ce niveau-là, quoi, tout simplement. Et ce qu'ils disent, attendez, faut pas oublier qu'il y a 5 ans, on était en D2, nous, hein. Les gars, on est remonté de Championship, hein. Aston Villa, ils étaient descendus, ils ont enchaîné les bonnes décisions pour arriver jusque-là. Mais en tout cas, Ouais. ils viennent de loin, quoi. Mais c'est pas être hyper confiant, c'est juste être conscient qu'il y a une vraie classe d'écart entre les deux, voilà. Mais après, ça reste du football, hein. Tout peut se passer. Comme je le dis, si tu perds, je sais pas, t'as Donnarumma expulsé au bout de 5 minutes et l'arbitre fait le combo carton rouge penalty. Bon, alors on sait jamais si le tsar est dans un grand soir, mais globalement, ça peut vite tourner, quoi. Donc c'est uniquement ça. Après, si c'est football contre football, 11 contre 11, excusez-moi de considérer que le PSG a effectivement un peu d'avance. Oui, Blaise, pardon. Non, j'allais dire dans ton scénario, et c'est bien que tu cites comme exemple ce joueur-là. Pour moi, pour ma part, hein, après ça n'engage que moi, il continue à être sous observation en Europe. Donc, dans un contexte où je pense, et je pense que il y a pas trop de doute sur le fait qu'on le voit un peu plus qu'à l'aller. J'espère en tous les cas qu'il répondra présent comme à Anfield.
Ah non, je suis complètement en phase, hein. Excuse- J'espère qu'on le verra pas beaucoup, mais je pense qu'on le verra quand même plus qu'au parc, nécessairement. Et oui, moi, il doit se montrer aussi au niveau dans ces matchs-là. Enfin, la performance à Anfield, merci pour pouvoir sortir enfin un match de très haut niveau en Ligue des Champions et de nous avoir qualifiés véritablement. Mais l'observation continue et le jugement définitif sera apporté à l'issue de cette campagne, en espérant qu'elle aille évidemment le plus loin possible. Ouais. On me dit, je pensais la même chose contre Dortmund. Alors après, si je peux me permettre, Dortmund était une bien meilleure équipe qu'Aston Villa. Bien meilleure équipe Dortmund. Le Dortmund qui fait finale, ils avaient une charnière extraordinaire, un top gardien. C'était une équipe qui s'était bien équilibrée au mercato hivernal. Donc vraiment, je pense que Terzic était un excellent entraîneur de coups aussi. Donc non, Dortmund était une meilleure équipe que cet Aston Villa. Et on me demande Et puis contre Dortmund, on était mené d'un but. Hein. Oui, c'est vrai. On menait pas de deux buts. Il y a quand même une différence fondamentale. C'est vrai. On me dit, j'avais l'impression que je disais l'inverse la semaine dernière. Non, le Dortmund de cette saison, c'est une équipe dégueulasse. Mais le Dortmund de l'an dernier, c'était une excellente équipe. Ah non, rien que la charnière Schlotterbeck-Hummels, c'était la meilleure charnière d'Europe. Attendez, c'était excellent. Et puis, on sait qu'on est une meilleure équipe que la saison dernière aussi. Autre question, on me dit, entre Anfield et Villa Park, la plus grosse ambiance. Alors, je pense que Anfield a un côté... il s'est passé plus de choses à Anfield, en fait, dans l'histoire qu'à Villa Park. Et donc, les mecs de Liverpool y croient plus que les mecs d'Aston Villa, tout simplement. Donc voilà. 5e de Bundesliga, je suis d'accord, mais le Borussia qui jouait la Ligue des Champions et le Borussia qui jouait en Bundesliga, c'était pas du tout la même équipe. Équipe, quand ils sortaient le 11, le vrai 11, ils sont allés gagner à Munich, ils sont allés gagner à Milan, ils sont allés gagner à Paris. En finale, le Real, ils les ont secoués, bien comme il faut. Voilà. Entre Villa Park et Saint James Park, mais Saint James Park 1000 fois. Les aidants. Oh, oui, non, Saint James Park, bien sûr. Les aidantés de Newcastle, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas vu des Européens. Ils étaient comme des oufs. Aston Villa, Birmingham, bon, c'est un peu plus, c'est comment dirais-je, un peu plus proche de la civilisation, sans vouloir être méchant avec eux, quoi. Ouais. Bref, j'en profite. Je suis pas chez la perfide Albion, donc ils vont pas m'attraper par le col en sortant de chez moi. Non, mais plus sérieusement, ouais, Saint James Park, ça a une âme très particulière et surtout ils attendaient ce match depuis 20 ans. Il faut quand même se rendre compte que c'est 20 ans sans la Coupe d'Europe, enfin sans la Ligue des Champions. Non, vraiment, Villa Park, c'est une très belle ambiance, c'est très britannique, mais c'est pas non plus. C'est dur d'aller y gagner, mais voilà, c'est pas un truc, c'est pas la Bombonera, quoi. Vous allez pas prendre des bombes agricoles sur vos joueurs, quoi. C'est pas un truc non plus de ce style-là, quoi. On nous dit, il y a une époque, j'aurais parié sur un but d'Asensio, mais curieusement, je suis serein là-dessus. Est-ce que vous craignez un but de Marco Asensio? Tiens, bonne question, ça. Pas particulièrement, non. Surtout, encore moins avec ces 2 pénaltys ratés ce week-end. Tu es dur, ils sont bien tirés. Tout le monde dit. Non, vraiment, lui, non, pas du tout. J'envisage absolument pas qu'il puisse marquer, en tous les cas. En tout cas, là, comme ça. Après, évidemment que si on Ça lui peut laisse arriver, quoi. l'espace, voilà, parce Oui. qu'il a quand même une On a perdu Blaise, là, ou pas c'est bon? du tout. Non, c'est bon. Tu m'entends pas? Ok. Ouais, ça a coupé un petit peu. Ok, ouais, Ah, ça a d'accord. légèrement coupé. Je disais juste que non, j'envisageais pas du tout et que même s'il avait eu cette position de frappe là au match aller, j'ai pas l'impression que dans cette équipe, il puisse jouer un rôle dans une joute européenne comme il nous attend demain. Donc non, j'envisage pas du tout. Après, évidemment que si un penalty arrive quand il est sur le terrain et qu'il veut rebondir, puisque je sais pas pourquoi il a tiré le deuxième, donc pourquoi pas le troisième. Je peux expliquer ça. Il affrontera. Non, mais c'est vrai. affrontera le dessus. Unai Emery l'a expliqué, il a dit le tireur numéro 1 c'est bref, peu importe, le tireur numéro 1 c'est un tel, il n'était pas là, le numéro 2 c'est Asensio, il a tiré le premier, il a raté, c'est pas grave, il reste le tireur numéro 2, donc c'est encore à lui de tirer.
Ok, j'avais pas vu ça. Voilà. Mais c'était caché au fin fond du Birmingham Mail dans la conférence de presse après Southampton. Alors je peux dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Hein. On doit être 3 en France, hein, je pense. Voilà. Mais sinon, il a dit, premier tireur n'était pas là. Je crois que c'est Rashford le premier tireur en ce moment. Donc on passe au deuxième. Et le deuxième, bah, c'est tant qu'il, même s'il en rate, s'il en rate 10 d'affilée, on va peut-être changer. Mais en tout cas, c'était à lui de tirer. Donc c'est lui qui tire. Il n'y a pas de, voilà. C'était comme ça. C'était l'ordre. C'est comme ça. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'il retirera. Et j'avoue que si Asensio veut marquer un but et qu'on est déjà qualifié, écoute, il faut penser à la revanche, les amis. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Allez. On t'offre le but du 1-4 si tu veux. Et puis, tout le monde rentre chez soi. Oui. Ah oui, là. Non, mais on a un transfert à faire après quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Donc voilà. On nous dit Palermo qui avait raté 3 pénaux en un match. Et de mémoire, il rate les 3 pénaux et en plus, il se pète la jambe à la fin, si je me trompe pas. Ou c'était, non, la jambe cassée, je crois que c'était en célébrant un but, ça. Un grand type, Martin Palermo, qui était, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était donc l'avant-centre de l'Argentine et de Boca Juniors au début des années 2000 ou à la fin des années 90, je sais plus par là, et qui effectivement avait raté l'exploit de rater 3 pénaux en un match. Voilà. On nous dit, peut-on parler de la sortie de Asensio sans un regard pour l'autre show? Est-ce qu'il y a bisbille? Oh bah écoute, il l'a juste foutu à la porte sans vergogne. Bah oui, forcément. Je pense qu'Asensio n'est pas le plus grand fan de Luis Enrique. Voilà. On peut effectivement résumer ça comme ça. Est-ce qu'on fait le doublé qualification demain et élimination du Real mercredi? Bah écoutez, je sais pas si on le souhaite, mais au moins qu'on fasse la qualif. Voilà. Est-ce que Luis Enrique peut faire des coups bas? Ouais, au bout d'un moment, il gère un groupe de 25 fauves qui veulent tous jouer. C'est quoi? C'est-à-dire, je comprends pas la question. Ouais. Faut préciser ce qu'on entend par coup bas. Est-ce que Luis Enrique a pu faire un coup bas à Marco Asensio? Ah d'accord, ok. On était sur Asensio, ok. Voilà, donc non, oui, évidemment. Ou du moins ne pas être franc. J'ai du mal à croire qu'il n'a pas été franc. Mais bon, après, Luis Enrique est humain, il n'est pas parfait. Hein. Faut en avoir conscience. Hein. Il a fait des erreurs, il en fera d'autres. Il y a peut-être des joueurs où il a été injuste, voilà. Donc c'est tout. On me dit, est-ce qu'on peut évoquer la possible titularisation de Gabriel Agbonlahor? Alors, j'aimerais volontiers parler de l'incroyable Gabi Agbonlahor, mais malheureusement, il fait à peu près 200 kilos en ce moment. Il est plus trop joueur de foot. Mais quel joueur ce fut Gabi Agbonlahor? Aston Villa du milieu des années 2000, fin année 2000, début 2010. Pas très très sérieux en dehors des terrains, mais grand talent. Voilà. On a fait le tour, non? Ou vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi je pas grand-chose. Content de retrouver l'équipe. Ouais. 6 jours, c'est beaucoup. Non, et puis non, vraiment, non. Sinon, non, pas grand-chose à dire. Hâte d'être à demain soir. Et puis en tout cas, mercredi, de pouvoir entendre ou débriefer la victoire. Et j'espère. Au moins la qualif. D'ailleurs, la qualif en tout cas. Ouais. Les victoires, je sais pas. Mais bon, ce serait très bien. Hein. Ce serait même une vraie perf. On cherche la qualif. On cherche la qualif. Villa ne perd pas beaucoup à domicile. Bah là, moi, une victoire. En tout cas, la qualif avec un nul, ce serait très bien. Une défaite m'ennuierait un peu, même si c'est une défaite d'un but, hein, et qu'on est qualifié à l'issue de 90 minutes. Un nul, ce serait propre. Alors une victoire, ce serait vraiment à considérer comme une très grosse performance, tant Aston Villa perd très peu à domicile. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, pas de blessés, ce serait important. Oui. On nous dit, vous y croyez, Barcola qui hésite à prolonger? J'y crois, oui, surtout vu qu'il a écrit. Et en plus, c'est normal. Il était titulaire au poste d'ailier gauche. On lui a mis Gvara dans les pattes, qui est quand même pas n'importe qui. Bon bah, franchement, c'est normal de réfléchir. Et puis voilà, il a encore 3 ans de contrat. Il est pas parti, hein. Voilà, tout simplement. Tiens, en plus, on parle pas vraiment d'hésitation, hein, juste oui. de mettre de côté cette histoire jusqu'à la fin de la saison. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Puis même, il a le droit d'hésiter. Attendez, il a qu'une carrière. Il a 22, il va avoir 23 en septembre de mémoire. C'est normal qu'il ait des hésitations. Et puis en plus, il a un contrat jusqu'en 2028. Faut pas toujours voir que le club. Faut voir aussi l'intérêt du joueur.
Est-ce que pour lui, vous imaginez s'il prolonge et qu'il se retrouve à être le remplaçant de Gvara pendant 5 ou 6 ans? C'est compliqué quand même. Et alors qu'il peut être un super titulaire ailleurs. Non, c'est normal qu'il prenne le temps de la réflexion. C'est bien, ça veut dire qu'il n'est pas débile. Donc non, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça. On nous dit, est-ce qu'on connaît déjà celui qui jouera à domicile ou au retour en demi? Si le PSG se qualifie, il joue au retour au Parc des Princes. Voilà. Voilà. Écoutez. Non, il faut que je remercie absolument les subbers, parce qu'il y en a eu plein. Merci à Nathan Young qui me dit, ça me rappelle le jour où nous avons vendu la terrible ambiance de l'Étoile Rouge. Alors, je vous rappelle qu'à l'Étoile Rouge, il y a un moment où quand l'Étoile Rouge égalise à 1-1, eh ben, on faisait pas les malins non plus. Parce que Gianluigi Buffon avait décidé de commencer à nous vendre. Et heureusement, ou ils reviennent à 2-1 peut-être plutôt. Ça tremblait un peu sur le banc de touche. Merci à Coach Gamo qui me dit, prenez mon sub Culture PG, mais ramenez-moi à la victoire demain soir. Alors, je peux pas te ramener grand chose, mais en tout cas, on prend le sub bien volontiers. Merci. Merci à Eudbid59, à Payzer, à Flip Flop qui nous dit merci d'exister les mecs, vous êtes les boss, toujours un plaisir de vous écouter. Bah écoutez, toujours un plaisir de vous lire, de participer avec vous. Merci au touriste 1221 qui a encore offert 5 abos tout à l'heure. Merci à C34101 qui était au tout début, à Ibérique, qui est probablement Fabian Ruiz, je ne vois que lui, à Bob Razowski et à Daz92 alias Daryl qui est donc qui se met au moment où il attaquait le podcast. Voilà. Est-ce qu'il faut, non, Dortmund, c'est pas la peine de croire en Dortmund contre le Barça, ils vont encore être ridicules. Vous n'y croyez pas, franchement, c'est une équipe malade, un club qui est géré avec les panards, donc ils méritent de se reprendre une dérouillée, honnêtement. Ne croyez pas en Dortmund contre le Barça, je vous le dis tout de suite. C'est pas une bonne idée. Voilà. Oui, Blaise, excuse-moi, Oudarit, je sais pas qui j'ai coupé. Non, je parlais pas. Moi non plus. On me dit peu d'estime pour Niko Kovac. Non, mais Niko Kovac, moyenne estime, mais surtout, ils font n'importe quoi à Dortmund, quoi. Enfin, si je devais vous dire la planification sportive, comment on est passé d'une équipe vice-championne d'Europe à ce qu'ils pondent le mercato qu'ils ont fait, c'est catastrophique. C'est Nico Harrison qui s'est occupé de l'effectif de Dortmund. Voilà, ceux qui suivent la NBA comprendront la légion, mais vraiment, c'est à la machette, ils sont allés dans l'effectif, ils ont fait n'importe quoi. Bref. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Je m'excuse pour les bruits de fond. Non, maman, ce n'était pas ton petit-fils, c'était mes neveux, ne t'inquiète pas. Voilà. À très vite. Juste un truc, on fait le débrief mercredi à 23h, normalement après les matchs du mercredi soir. Et événement, ce sera le podcast des 10 ans. Donc les 10 ans du podcast qu'on fêtera mercredi soir, qui est quand même une belle date. C'est Mathieu qui m'a rappelé tout à l'heure. C'est les 10 ans. Quand même, c'est le jour J, c'est parfait. Voilà. Allez, sur ce, bonne nuit à tous. Merci encore pour tout. Et à très vite en espérant qu'on revienne pour un débrief positif. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Et je sais pas qui aura un mercredi soir. Ne me posez pas la question, je sais pas. Voilà. Salut tout le monde. Bonne nuit. Bisous. Ciao tout le monde. Bonne nuit. Bisous. À bientôt. Ciao, bonne nuit. Et vive l'open source toujours.